L'entrepreneur était absolument certain qu'il n'y avait rien derrière cette cloison. Et puis, la mèche de sa perceuse a heurté de l'acier. À 6 mètres de là, le pape Léon XIV s'est figé au moment exact où le son a changé. L'ancien foyer familial Sainte-Anne, situé en périphérie de Chicago, était abandonné depuis plus de 30 ans. Les vitraux de la chapelle étaient condamnés par des planches de bois, une partie de la toiture s'était effondrée et de vieux lambeaux de papier peint pendaient encore le long des couloirs du premier étage. Ce bâtiment de l'Abre était en cours de réhabilitation pour devenir une résidence à loyer moderne destinée à des personnes âgées. Léon était venu sur place pour bénir le chantier. Mais au lieu d'une cérémonie officielle, l'entrepreneur l'a appelé d'urgence dans la pièce 14. Un pan de plâtre venait d'être arraché. Derrière, il y avait de la brique, mais une maçonnerie nettement plus récente que le reste de la structure. L'artisan y avait percé une ouverture, et, à travers la brèche, le reflet mat du métal était désormais visible. L'évêque Daniel Mercer s'est penché en fronçant les sourcils. Sur les plans officiels du bâtiment, cet espace n'existait pas. C'est alors qu'une voix de vieille femme s'est élevée depuis le couloir pour affirmer le contraire. Martha Keane était assise sur une chaise pliante près de la porte. 88 ans, des cheveux blancs, un gilet gris et une canne appuyée contre son genou. Elle avait travaillé à Sainte-Anne de 1965 à 1982. 3 semaines plus tôt, elle avait envoyé une lettre personnelle au pape contenant une phrase que Léon n'avait pas pu oublier. Avant que quiconque ne célèbre ce que Sainte-Anne est en train de devenir, quelqu'un devrait ouvrir la pièce où nous avons caché ce que Sainte-Anne a réellement été. Léon s'est approché d'elle. Elle savait. Depuis 1989. Lorsque Mercer lui a fait remarquer qu'elle avait quitté l'établissement 7 ans plus tôt, Martha a simplement répondu qu'elle connaissait toujours du monde. C'est le père Bernard Shaw, directeur emblématique des services familiaux de l'institution pendant des décennies, décédé en 2001, qui avait fait murer cet accès avec l'aide de sœur Agnès et de 2 employés de bureau. Ils affirmaient à l'époque que les dossiers à l'intérieur étaient devenus dangereux. Une caméra d'inspection a été glissée par l'interstice. Sur l'écran de contrôle sont apparus des rangées d'étagères, des centaines de cartons d'archives et de gros sacs en toile posés à même le sol. Lorsque Martha a précisé que ces sacs contenaient le courrier, le pape a demandé de quelle lettre il s'agissait. La réponse de la vieille femme a figé l'assemblée. C'étaient les lettres dont ils avaient toujours affirmé aux familles qu'elles n'étaient jamais arrivées. Pendant des décennies, Sainte-Anne avait fonctionné comme une maternité et un foyer de placement. De jeunes femmes enceintes y étaient hébergées, abandonnant souvent leurs nouveau-nés dans le cadre d'adoptions strictement fermées. De milliers de courriers de mères biologiques à leurs enfants et d'enfants à leur mère avaient été interceptés. Au début, le personnel se racontait qu'il agissait ainsi pour protéger les familles. Plus tard, ils l'ont fait pour protéger l'institution. Face à cette découverte, l'évêque Mercer a refusé catégoriquement de poursuivre la démolition, invoquant la confidentialité juridique de dossiers d'adoption. Lorsque Léon lui a donné raison, Martha a manifesté son amertume face à cette nouvelle retenue, elle qui avait attendu 37 ans pour que la vérité éclate. Mais le souverain pontife lui a posé la question essentielle. Pourquoi avoir attendu si longtemps si la vérité comptait à ce point? L'agacement de Martha est alors tombé d'un coup, laissant apparaître une immense détresse. Elle n'avait pas peur du père Shaw, mort depuis un quart de siècle, mais d'affronter la réalité de ce qu'ils avaient commis ensemble. Dans l'après-midi, entour d'un archiviste indépendant et de conseillers juridiques, ils ont enfin fait céder la lourde porte en acier rouille. L'air vicié de 3 décennies a envahi le couloir. À l'intérieur, les cartons étaient classés par année, de 1964 à 1969. En ouvrant l'un des sacs postaux, Léon a extrait une enveloppe datée du 3 avril 1974, adressée à l'enfant de Hélène Markham. À la vue de ce nom, le visage de Martha s'est décomposé. Hélène était toujours en vie, âgée de 86 ans, et continuait d'envoyer une carte de vœux à Martha chaque Noël. Mais pendant un demi-siècle, Martha lui avait affirmé que sa fille n'avait jamais répondu, tout en laissant dire à l'enfant que sa mère biologique refusait tout contact. La pièce ne renfermait plus de simples archives administratives.
Elle abritait la preuve matérielle que deux femmes avaient traversé leur existence entière dans l'illusion d'un rejet mutuel fabriqué par le silence de l'institution. Le premier contact téléphonique avec Hélène Markham n'a pas commencé par une révélation solennelle, mais par un réflexe d'autodéfense brutale. Lorsque la voix du pape Léon a retenti à l'autre bout du fil, cette femme de 86 ans l'a immédiatement accusé d'être un escroc, exigeant de savoir de quel genre d'arnaque il s'agissait. Ce n'est qu'au moment précis où le nom de Sainte-Anne a été prononcé que tout a basculé. Le silence qui a suivi était chargé d'une tension accumulée depuis 1968, l'année où Hélène avait séjourné dans l'établissement. Apprenant la présence de Martha Keane dans la pièce, Hélène a exigé qu'on lui passe son ancienne confidente. Martha tremblait en approchant le combine de son oreille. Face à la vérité sur l'ouverture de la pièce murée, Hélène s'est effondrée dans un souffle coupé. On lui avait juré pendant un demi-siècle que ses courriers avaient été anéantis, qu'il ne restait rien. Une seule question la hantait désormais de manière viscérale. Sa fille avait-elle écrit? Devant l'incapacité de Martha à répondre sans avoir fouillé l'intégralité des cartons, Hélène a raccroché net, avant de rappeler 30 secondes plus tard pour ordonner au pape de ne plus jamais la contacter tant qu'il n'aurait pas la réponse définitive. L'exploration méthodique des dossiers a alors commencé à mettre à nu l'immense machinerie du secret. Le nourrisson de Hélène avait été placé chez David et Suzanne Whitmore sous le nom de Claire Anne Whitmore. 27 envois postaux de Hélène ont été retrouvés, échelonnés depuis 1974, des cartes d'anniversaire, des vœux de Noël, des lettres après son mariage et la naissance d'un autre enfant, certaines ouvertes par le personnel, d'autres encore scellées. Puis le dossier de Claire est apparu. En 1986, à peine majeure à 18 ans, la jeune fille demandait si sa mère biologique était vivante. L'administration de Sainte-Anne avait froidement consigne que la mère refusait tout contact. Pourtant, 2 ans plus tôt, en 1984, Hélène avait officiellement signé une autorisation express. 2 femmes écrivaient vers la même adresse, et Sainte-Anne se dressait au milieu comme un mur infranchissable. La fiche verte d'accord initial avait été délibérément recouverte par une fiche rouge de refus. Martha a dû admettre la source de cet ordre, le père Bernard Shaw, sous le motif générique de préservation de la stabilité familiale. Mais le mensonge était plus profond encore. L'archiviste a mis au jour une lettre de Suzanne Whitmore, la mère adoptive, datée de septembre 1986, 2 semaines avant les 18 ans de Claire. Suzanne y confessait sa terreur face à cette démarche, mais refusait catégoriquement qu'on utilise sa propre peur pour bloquer l'accès à Hélène, demandant simplement qu'on transmette à la mère biologique que sa fille avait été aimée. Le père Shaw avait pourtant dicté une note affirmant que les Whitmore menaçaient de poursuites judiciaires, un mémo que Martha avait elle-même dactylographié à l'époque sans poser la moindre question. Submergée par le remords, la vieille femme s'est réfugiée sur un banc de pierre dans la cour envahie de mauvaises herbes. C'est là qu'elle a livré au pape la vérité sur son obéissance aveugle. Arrivée à Sainte-Anne à 27 ans, veuve sans ressources après le décès brutal de son époux, Martha avait été sauvée de la misère par le père Shaw, qui lui avait offert un emploi, un logement et paye ses cours du soir. Elle avait choisi la loyauté envers son bienfaiteur au détriment de la vérité due à Hélène. Si elle avait enfin brisé le silence après 37 ans, ce n'était pas par élan spirituel, mais parce qu'un diagnostic d'insuffisance cardiaque terminale, posé 6 mois plus tôt, lui laissait très peu de temps, rendant insupportable le dernier mot de Hélène sur sa carte de vœux. Claire Whitmore, devenue bibliothécaire de 57 ans dans le Wisconsin, a finalement accepté un entretien vidéo. En apprenant que sa mère biologique n'avait jamais cessé de la chercher, la douleur a laissé place à une sourde colère face à ces décennies dérobées. La révélation de la vérité ne pouvait plus rester confinée entre les murs de l'arbre de la pièce 14. Mais avant même que le monde extérieur ne s'empare du scandale, c'est la voix d'un mort qui est venue éclairer les rouages intimes du mensonge institutionnel. Parmi les archives empilées, les spécialistes ont découvert une cassette audio portant les initiales du père Bernard Shaw. Assise au code du pape Léon et de l'évêque Mercer, Martha a écouté l'enregistrement d'une voix vieillie et lente. Shaw y confessait que les suspensions temporaires étaient devenues permanentes par peur de prendre la mauvaise décision.
L'institution s'était mise à invoquer la menace diffuse d'un préjugé familial pour justifier un contrôle absolu, glissant peu à peu de la prudence à la lâchette pure. Incapable de détruire ses correspondances chargées d'humanité, mais incapable aussi de faire face à leur existence, Shaw avait choisi de sceller sa propre impuissance derrière un mur de briques, laissant ce fardeau à quelqu'un de plus courageux que lui. Cette confession intime a été balayée en moins de 24 heures par une déflagration publique. Un ouvrier du chantier de rénovation avait parlé de la pièce secrète, et l'information s'est propagée comme une traînée de poudre. Les médias et les réseaux sociaux se sont enflammés, évoquant des archives clandestines, des vols d'enfants et des identités effacées. Le standard téléphonique de l'institution a été submergé d'appels désespérés et furieux. Des familles entières, prises de panique ou d'un espoir soudain, exigeaient des comptes, une femme suppliant qu'on ne contacte pas son domicile pour préserver son secret conjugal, un homme cherchant à savoir si sa mère défunte avait été aimée par l'enfant qu'elle avait dû confier. C'est à cet instant précis que les lignes de fracture institutionnelle se sont durcies. Face à la tempête, les réflexes administratifs et corporatifs ont immédiatement tenté de reprendre la main. L'évêque Mercer exigeait la publication d'un communiqué officiel rassurant pour éteindre l'incendie médiatique. Le conseil juridique imposait un mutisme absolu pour prévenir toute vague de poursuites judiciaires. Les archivistes, quant à eux, réclamaient un délai de 6 mois d'isolement méthodique pour analyser les cartons. À l'oppose de cette prudence bureaucratique, Martin insistait pour que l'intégralité de la pièce soit immédiatement déballée et livrée au grand jour. Face à ces pressions contradictoires, le pape Léon a opposé un refus catégorique à chacun des camps. Rejetant l'idée d'un étalage public aveugle tout autant que la tentation du secret, il a refusé de reproduire la faute originelle de Sainte-Anne qui consistait à appliquer une règle impersonnelle et globale à des drames singuliers. Chaque dossier devait désormais faire l'objet d'un examen individualisé, guidant les priorités selon les consentements exprimes, la législation en vigueur, les urgences médicales et le statut des personnes encore en vie. Cette exigence éthiquement rigide a permis de traiter en priorité absolue le cas de Hélène et Claire, qui réclamaient la même vérité depuis des décennies. Mais cette décision courageuse n'effaçait pas la brutalité de l'impact psychologique. Pour Hélène Markham, l'imminence du contact signifiait l'effondrement d'un mensonge protégé pendant près de 60 ans auprès des siens. Lorsque la vieille femme a annoncé à son fils et sa fille l'existence de cette sœur aînée dissimulée, le choc familial a été d'une violence inouïe, son fils claquant la porte et sa fille fondant en larmes. Au téléphone, Hélène a crié sa détresse au pape, lui reprochant d'avoir détruit sa famille, avant de reconnaître, dans un rire nerveux et désespère, qu'elle était incapable de renoncer à Claire. Les vérifications administratives étaient achevées, les protocoles juridiques étaient fixes, et tout le poids du pass s'apprêtait désormais à converger vers l'écran froid d'une première liaison vidéo. La confrontation tant redoutée ne s'est pas déroulée dans une salle d'audience solennelle, mais à travers l'écran froid d'un appel vidéo reliant le Michigan et le Wisconsin. Pendant 11 secondes entières, un silence absolu a régné, charge d'un demi-siècle d'attente et d'interdictions administratives. Hélène Markham avait la main plaquée sur sa bouche, tandis que Claire restait complètement immobile. Le premier mot prononcé a simplement été pour souligner une ressemblance physique avec la grand-mère disparue. Puis, la vérité nue a fait voler en éclats les artifices du langage institutionnel. Lorsque Claire a demandé pourquoi sa mère l'avait donnée, Hélène n'a cherché aucune excuse honorable. À 18 ans, sans emploi, chassée par son propre père sous le regard impuissant de sa mère, elle pensait offrir à son nourrisson un foyer capable de lui apporter ce qu'elle ne pouvait pas donner. En apprenant que Claire avait été heureuse et profondément aimée chez les Whitmore, la vieille femme a fondu en larmes. Mais le soulagement n'effaçait en rien la colère légitime. Claire a rappelé ses 58 années volées par l'institution, un constat accablant que Hélène a accepté sans chercher à s'en défendre. 3 jours plus tard, cette vérité s'est incarnée physiquement lorsque Claire a franchi le seuil de la cuisine de Hélène dans le Michigan pour lui remettre l'enveloppe cachetée de Susan Whitmore, datée de 1987. Cette lettre, que l'institution de Sainte-Anne n'avait jamais transmise par Lachette, disait tout de l'amour maternel, des éclats de rire trop bruyants de l'enfant, de sa haine des petits pois et de ses lectures clandestines sous les couvertures.
Mais sa phrase finale constituait le verdict le plus impitoyable contre le système. Suzanne y exprimant l'espoir que Sainte-Anne aurait un jour le courage de les laisser décider elle-même. Ce courage que l'institution avait refusé pendant des décennies venait enfin de triompher dans l'intimité de cette cuisine. Cependant, l'onde de choc du mur brise n'avait pas fini d'opérer ses ravages et ses révélations. 3 semaines plus tard, alors que les derniers cartons de la pièce 14 étaient évacués, un ultime recoin secret a été mis au jour derrière un meuble encastreux. Dans une petite boîte métallique contenant des clés usées et des carnets du père Bernard Shaw, Martha a vu apparaître le dossier d'un homme qu'elle n'avait jamais cesse de chercher, son propre frère aîné, Thomas Keane. Séparés dans l'enfance par la maladie de leur mère et la dispersion familiale, Martha avait supplié Shaw en 1981 de retrouver sa trace, s'entendant répondre que toutes les démarches avaient échoué. Pourtant, un dossier à tâche contenait une lettre de Thomas datée de 1984. Retrouvant Sainte-Anne de manière autonome, son frère lui écrivait pour lui laisser ses coordonnées, l'assurant qu'il n'était pas trop tard pour se retrouver. Thomas était mort en 2017 sans jamais avoir reçu de réponse. En comprenant que sa propre loyauté envers Shaw et sa participation au scellement de cette pièce lui avaient coûté son propre frère, Martha s'est effondrée dans un rire nerveux et des larmes impossibles à contenir. L'hypocrisie de la prétendue protection institutionnelle était totale. Le père Shaw n'avait pas seulement confisqué le destin de jeunes mères vulnérables, il avait aussi sacrifié la vie de ceux qui le servaient fidèlement. Les certitudes administratives, les faux prétextes de stabilité et les mensonges officiels tombaient les uns après les autres. La pièce 14 n'était plus le symbole d'un sanctuaire bienveillant, mais la preuve matérielle d'un pouvoir ecclésiastique et administratif qui s'était arrogé le droit de confisquer la parole humaine pour masquer sa propre peur. La découverte fortuite de la lettre de Thomas Keane a ouvert une brèche d'humanité inattendue dans la douleur de Martha. Même si son frère avait disparu en 2017, ses 2 filles, installées en Oregon et en Californie, étaient bien vivantes. Elles avaient grandi bercées par le récit de cette tante Martha qu'elles croyaient inaccessible. Le premier contact téléphonique a duré presque de 2 heures, un échange bouleversant et chaotique, fait d'interruptions, de dates rectifiées, de larmes et de rires partagés autour d'une photographie d'enfance, conservée précieusement par leur père. La vérité retrouvée n'effaçait pas les années perdues, mais elle remettait enfin les vivants en lien. Pendant ce temps, l'examen méthodique des archives de Sainte-Anne s'est poursuivi durant des mois, révélant une réalité institutionnelle complexe et contrastée. Certains courriers avaient été indûment séquestrés par abus de pouvoir, tandis que d'autres restrictions répondaient à des demandes formelles de confidentialité qu'il convenait de respecter. Les institutions affiliées ont été contraintes d'engager des audits similaires sur leurs propres archives familiales scellées. Il ne s'agissait pas d'un déballage public indiscriminé, mais d'une revision rigoureuse cas par cas, guidant les recherches pour savoir si des personnes en attente étaient encore vivantes. Lorsque l'un des administrateurs a demandé au pape Léon ce que Sainte-Anne avait réellement dissimulé pendant un demi-siècle, la réponse n'évoque ni scandale médiatique, ni honte abstraite. L'institution avait tout simplement confisqué des réponses. 1 an jour pour jour après l'ouverture du mur, Sainte-Anne rouvrait ses portes sous la forme d'un complexe de 48 logements abordables pour personnes âgées. L'ancienne chapelle et la pièce 14 avaient été conservées, mais l'espace secret était désormais totalement vide. Aucun document privé n'était exposé, aucun nom n'était jeté en pâture. Seul un pan de la fausse cloison était resté visible, avec un sac postal en toile installé derrière une vitrine pour témoigner sobrement de ce passe. Hélène et Claire étaient présentes à l'inauguration, apprenant pas à pas à construire leur relation au sein d'une famille élargie, sans effacer la mémoire de Suzanne. Martha est arrivée en fauteuil roulant, affaiblie par son insuffisance cardiaque, mais apaisée d'avoir pu tenir entre ses mains les photos d'un frère qui ne l'avait jamais oubliée. Face à la pièce désormais ouverte, elle a rappelé au pape que tout cela aurait pu rester enfoui à jamais si la mèche de l'entrepreneur n'avait pas frappé l'acier. Mais Léon lui a rappelé une vérité essentielle sur la nature même des institutions. Un mur ne remplit sa fonction que tant que les hommes s'accordent à ne pas regarder derrière. Restée un instant seule avec lui, Martha a avoué que sa démarche initiale portait aussi sa propre part d'égoïsme,
le besoin impérieux qu'un tiers sache ce qu'elle avait commis avant qu'elle ne quitte ce monde. Après le départ de la vieille femme vers la sortie, Léon reste seul au milieu de la pièce 14 déserte. Par la fenêtre donnant sur la cour, il a aperçu Hélène et Claire, marchant côte à côte, en train de se chamailler gentiment sur le choix d'un restaurant pour déjeuner. Pendant des décennies, l'institution avait cru bon de décider à leur place, convaincue que le silence était une forme de protection supérieure. En réalité, ce que Sainte-Anne avait dérobe n'était pas seulement une collection de lettres, mais la possibilité offerte à des êtres humains de répondre par eux-mêmes. La pièce était désormais complètement vide, et pour la première fois de son histoire, cette absence était le plus grand des soulagements.